Rebonjour, chers amis, chère présence. Nous allons entamer un deuxième panel qui promet d'être extrêmement intéressant parce que nous allons être au cœur de la grande question, sempiternelle question, celle qui revient tout le temps. Comment se fait-il que la croissance ne génère pas autant d'emplois que ce qui est souhaité pour être en concordance avec les objectifs de développement de manière générale? Donc c'est un thème fondamental parce que la recherche a essayé d'apporter des éléments de réponse, que ce soit la recherche théorique ou la recherche empirique. C'est beaucoup posé la question, est-ce que c'est une question de cycle économique? Est-ce que c'est une question de volatilité de la croissance? Est-ce que c'est une question de transformation structurelle enfin, des économies? Est-ce que c'est une question de productivité? Est-ce que c'est une question d'affectation des investissements? Et j'en passe, sans faire la liste globale enfin, des grandes questions qui sont posées. Autour du panel, nous allons avoir des réponses avec des regards sur des très précis et très documentés sur un certain nombre de questions qui sont aujourd'hui au centre du débat, chez nous et ailleurs. La première des questions, c'est la croissance n'est pas tout simplement une création de richesse. Pour qu'elle soit également distribuée, ou disons justement distribuée, la dimension spatiale est extrêmement importante. Nous savons que l'espace ou le territoire reste, quels que soient les progrès de l'analyse, encore un impensé dans la réflexion économique en général, et plus particulièrement sur la relation de la croissance. Et nous aurons donc notre ami c'est Mahmoud qui va certainement nous introduire sur cette question en éclairant le regard ou nos regards sur les déterminants peut-être et en même temps sur ce que son observation de l'analyse a pu tirer comme observation. Je lui donne donc dans un premier temps la parole avant de la redonner aux autres collègues, que ce soit sur les questions d'approche sectorielle ou les questions de la relation entre la théorie et la connaissance des faits de l'observation. C'est Mahmoud, à vous la parole. Merci. 10 minutes. Je m'appelle Mahmoud Arbouj, je suis économiste au Policy Center. J'ai le plaisir de vous présenter notre travail sur les perspectives de l'emploi régional au Maroc. C'est un travail en coécriture avec notre senior fellow Eduardo Haddad. L'objectif principal de ce travail est d'explorer des indicateurs structurels de l'emploi en se basant sur les tableaux input-output régional qui ont été développés par une équipe de chercheurs du Policy Center en 2017. Dans ce travail, nous nous intéressons à 4 indicateurs principaux. L'emploi global, un indicateur de l'emploi féminin, l'emploi des jeunes et finalement un indicateur des travailleurs vulnérables. Les principaux messages clés qui ressortent de ce travail sont que, premièrement, comme c'est assez connu, mais c'est toujours bien de vérifier avec les données, le secteur primaire reste en tête des secteurs générateurs d'emplois au vu de sa forte intégration dans le tissu économique national. Ensuite viennent principalement les secteurs du commerce et du détail, ainsi que les activités tertiaires classiques, en l'occurrence le BTP, le textile, et l'agroalimentaire. Un second message qui ressort de ce travail est que la région de Casablanca, qui concentre pratiquement 30% du PIB national, ressort parmi les régions les moins performantes en termes de contribution à la réduction de l'inégalité sociale. Et par réduction de l'inégalité sociale, on signifie la création, non seulement la création d'emplois, mais aussi la réduction des chômages des femmes, des jeunes et des travailleurs vulnérables. Et finalement, on constate que les régions les moins performantes économiquement, comme par exemple la région d'Raat et Filelt, contribuent le mieux à la réduction de l'inégalité sociale, ce qui nous pose face à un arbitrage entre l'efficacité et l'équité lors du transfert des fonds depuis l'administration centrale vers les régions. Les indicateurs structurels que nous avons utilisés dans ce travail sont les suivants. Un indicateur générateur d'emploi global,
Cet indicateur représente l'emploi total créé dans tous les secteurs de l'économie suite à l'augmentation de la demande d'un dirham pour un secteur donné dans une région donnée. C'est-à-dire, par exemple, quand on augmente, si on dit que cet indicateur vaut 0,3, c'est-à-dire si la demande, par exemple, pour le secteur BTP dans la région de Casablanca augmente de 1 dirham, ceci veut dire que l'emploi, cette augmentation va entraîner une augmentation de 0,3 dirham de l'emploi global au niveau national. Ici, l'augmentation de l'emploi est calculée et considérée par rapport à la rémunération d'emploi et non pas l'effectif. Parce que dans la tableau input-output, on se place, si vous voulez, dans la ligne rémunération du facteur travail. Donc, chaque générateur d'emploi explique une augmentation de la rémunération du facteur travail. Pareillement, nous avons un générateur de l'emploi des jeunes qui est le même que le générateur d'emploi global. Ce qui change dans l'équation, c'est simplement le coefficient d'emploi. Dans le générateur d'emploi global, nous utilisons un coefficient d'emploi global, alors que dans les trois types restants de générateurs d'emploi, nous utilisons les coefficients d'emploi respectifs, à savoir le coefficient d'emploi des travailleurs vulnérables, celui des femmes et celui des jeunes. Premièrement, la contribution des différents secteurs à la génération de l'emploi au niveau national fait ressortir, comme on a vu, que l'agriculture et le commerce ont, si vous voulez, les effets d'entraînement les plus importants sur l'économie en termes d'emploi, suivi du textile, la construction, le BTP et les industries agroalimentaires. D'un point de vue régional, nous constatons pour la contribution des différentes régions à la génération de l'emploi au Maroc ou bien à la réduction de l'inégalité sociale en termes de réduction du chômage des femmes, réduction du chômage des jeunes et réduction du chômage des travailleurs vulnérables, que les trois régions du Sud ne performent pas autant que le reste du Maroc. Probablement, ceci est dû à une faible intégration économique avec le centre du pays, mais cette intégration, une intégration qui est en train de se favoriser, vu l'effort d'investissement d'infrastructures qui est en train de se faire, par exemple notamment la ligne express entre Tiznit et Dakhla, qui est une autoroute qui permettra de connecter ces régions au centre du Maroc ou au cœur économique du Maroc. Donc, dans le futur, on pourrait s'attendre à une augmentation de la contribution de ces régions à la réduction de l'inégalité sociale. Création de la richesse et la réduction des inégalités sociales par région. Comme nous avons vu, les régions les plus riches, si on veut, ou celles qui contribuent le mieux à la création de richesses nationales, ne contribuent pas de la même manière à la réduction de l'inégalité sociale. Par contre, des régions relativement plus pauvres, comme la région de Draa et Filalt ou la région de Fass-Meknès ou Beni Mellal Khnefra, contribuent relativement mieux à la réduction de l'inégalité sociale, ce qui nous met toujours face à cet arbitrage entre égalité et équité. Finalement, ici, nous avons un classement des secteurs en termes de contribution à la génération de l'emploi par région. Le secteur primaire se place toujours en première position, suivi des activités secondaires classiques et ensuite les activités tertiaires. Ici, nous avons si vous voulez, un deep dive pour chacune des régions. Malheureusement, le temps ne permet pas qu'on les passe toutes. Donc voilà, et voilà, c'était tout pour moi, merci. Merci C. Mahmoud, et merci surtout pour le contrôle du temps d'intervention. Nous reviendrons dans la discussion à un certain nombre de questions que suscitent les observations et surtout les résultats que vous avez tirés à partir d'indicateurs appliqués à des régions qui sont extrêmement interpellants sur un certain nombre
surtout sur le lien création de richesses et réduction des inégalités. Je donne la parole à Oumaïma. Je crois que là, nous changeons de registre. De l'espace, nous allons vers le secteur, et surtout un des secteurs très promoteurs, celui de l'automobile. L'intérêt, c'est de savoir justement comment ces variables extrêmement élevées en termes de croissance, en termes d'exportation notamment, est-ce qu'elles se reflètent aussi sur le monde du travail et sur l'embauche et sur l'évolution de la qualification du travail dans ce secteur. Je crois que vous avez, à travers votre étude, apporté quelques éléments d'observation extrêmement intéressants que nous aurons le plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, Sijaïdi. Ma présentation va s'articuler autour d'un chapitre que j'ai coécrit avec mon collègue Abdelaziz dans un ouvrage du Fonds monétaire international qui était présenté lors des rencontres annuelles et qui s'appelle Morocco's Quest for Stronger and Inclusive Growth. Donc ici, on va parler un peu des facteurs qui expliquent la dynamique de l'emploi manufacturier au Maroc. Et comme vous savez, il était largement reconnu que le développement axé sur le secteur manufacturier était un modèle traditionnel et dominant, et même les politiques industrielles et les politiques commerciales, ils étaient centrés autour de ce secteur pour des raisons que vous savez. Il y a un moteur de croissance, de création d'emplois de bonne qualité, pour l'amélioration aussi de la productivité, que ce soit en interne ou la productivité globale. Et les pays en développement qui ont expérimenté des performances, de fortes performances, c'était grâce à l'industrialisation rapide. Certains pays, notamment les premiers industriels comme la Grande-Bretagne, la France et récemment les pays de l'Asie de l'Est. Mais il y a une nouvelle dynamique, particulièrement pour les pays de l'Asie du Sud, là où la performance des secteurs des services qui leur a permis d'avoir une performance plutôt rapide de leur croissance et qui a même convergé avec les pays de l'Asie de l'Est en termes de croissance. Parallèlement à cela, on a fait deux observations initiales. La première, c'est que on perçoit une certaine désindustrialisation prématurée pour les pays en développement et ce qui questionne un peu la capacité du secteur à créer plus d'emplois de qualité. Et là aussi, en parallèle, il y a une tendance globale, un narratif qui tourne autour le fait que la globalisation est désignée comme un principal bouc émissaire pour expliquer tout le faible dynamisme de l'emploi manufacturé. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs qui semblent jouer un rôle déterminant. Et donc, nous, on va essayer de positionner le Maroc dans cette dynamique et voir un peu quels sont les principaux facteurs qui expliquent le faible dynamisme de l'emploi dans le secteur manufacturier au Maroc. Donc, commençons par quelques faits stylisés sur l'évolution de ce secteur. Donc, on va se baser sur trois indicateurs, la valeur ajoutée, l'emploi et la productivité. On constate que la part du secteur manufacturier dans le PIB a baissé au cours des 2 dernières décennies, passant de 18% en 2000 à 15% en 2022. Et cette tendance, elle n'est pas isolée, mais même à l'échelle internationale, on peut observer ces tendances, particulièrement pour les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure où le Maroc fait partie. Et c'est une tendance qui est relativement normale pour les pays avancés, en raison de leur faible élasticité revenue pour les produits manufacturiers. Et même la Chine, qui est une superpuissance manufacturière et qui représente à peu près 30% de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB global, elle a aussi connu cette tendance baissière du poids de son secteur manufacturier dans son PIB. Le deuxième indicateur qui est l'emploi, et quand on voit la tendance un peu, on voit que il y a eu l'année 2008 était relativement un tournant. Avant cette année, l'emploi dans le secteur il a augmenté de 1,5% contre seulement 0,04% dans la période suivante. Et ceci aussi reflète les gains de productivité qu'on peut voir qui a pris un élan énorme à partir des années 2008. Cela s'explique en partie par un changement de mix, passant des produits manufacturés à forte intensité en main-d'œuvre, notamment le textile et l'habillement,
vers des produits plutôt capitalistiques comme le secteur mécanique, métallurgique et électrique. Si on voit un peu la performance du secteur du textile et l'habillement, on voit qu'à partir, dans l'année 2009, il a enregistré un repli de 15% et il n'a jamais repris la tendance d'avant. Et ceci aussi peut être expliqué par la suppression des quotas mis en place par l'Union européenne sur les exportations de textiles des pays de l'Asie, notamment de la Chine, avec la suppression progressive de l'accord multifibres. En parallèle, il y avait aussi le secteur mécanique, métallurgique et électrique, notamment le secteur automobile, qui a connu une forte croissance, qui a même dépassé la moyenne du secteur manufacturier. Et ceci aussi est dû au fort soutien gouvernemental pour les investissements directs étrangers dans ce secteur. Maintenant, passons aux principaux facteurs qui expliquent ce faible dynamisme de l'emploi, particulièrement dans le secteur manufacturier. On a utilisé une approche comptable simple qui est basée sur deux identités. La première, qui décrit la relation entre l'emploi, la valeur ajoutée et la productivité dans le secteur manufacturier. Et la deuxième, elle est dérivée de l'égalité des ressources emploi, comme elle est définie dans les tableaux ressources emploi du HCP. Vous voyez dans le côté gauche, c'est l'offre globale, des produits manufacturés qui sont soit produits localement ou importés. Et de l'autre côté, c'est les différents emplois du secteur des produits manufacturés qui sont soit consommés à l'échelle domestique, consommés à titre intermédiaire par d'autres secteurs, ou ils sont exportés. Si on substitue la deuxième question dans la première, on aura la troisième équation qui est le changement ou la variation de l'emploi manufacturier qui émane soit de la demande finale domestique, mais aussi ça dépend de la taille du marché domestique par rapport aux importations et aussi des préférences des agents vis-à-vis des produits soit importés, soit domestiques, et qui dépend aussi positivement de la demande intermédiaire de ces biens manufacturiers et du commerce extérieur. Là, on voit une dynamique opposée, c'est-à-dire que intuitivement, une augmentation des exportations va booster l'emploi dans le secteur. Par contre, une forte concurrence des importations, elle va tout de même avoir l'effet inverse. Et bien sûr, l'effet négatif de la productivité. Donc, pour quantifier les termes de ces deux équations, on a utilisé les TRE pour le Maroc qui sont disponibles depuis 1998. Premier résultat, c'est que contrairement à l'idée reçue que vraiment le commerce extérieur, c'est lui qui a joué, c'est un facteur qui est très très important pour expliquer le faible dynamisme de l'emploi, là on a remarqué que l'année 2008, déjà, c'est un tournant pour le secteur manufacturier, parce que ça coïncide avec la période d'après, là où on avait des changements structurels qui sont importants et qui ont façonné l'emploi manufacturier, sa structure et les perspectives du secteur. Donc avant, on voit que la dynamique de l'emploi, elle était tirée particulièrement par une forte demande domestique qui était compensée par le creusement du déficit commercial. Cette phase, elle était une période où il y a eu où les politiques macroéconomiques ont contribué positivement à relancer la demande, et il y a aussi l'effet de l'ouverture de l'économie marocaine associée à un régime de change qui est fixe, qui a facilité l'entrée ou la pénétration des biens étrangers, ce qui a creusé davantage le déficit commercial. Mais en parallèle, si on voit les tarifs douaniers effectivement appliqués sur les produits manufacturiers, ils ont passé de je pense, 26% en 2000 à 7,4%. Donc, parallèlement, on a la deuxième partie, ou la deuxième période, qui est de 2008 à 2019. Là, on voit que après cette période de crise, bien sûr, le Maroc n'a pas échappé au ralentissement de la demande mondiale, notamment on voit la contribution négative du commerce et l'effet du resserrement des politiques macroéconomiques sur la demande intérieure, mais on voit aussi l'accélération de la productivité dans le secteur qui a tiré en bas l'emploi du secteur manufacturier. Et cette amélioration de productivité, elle est aussi remarquable en comparaison internationale. Si on voit la distribution
de la croissance moyenne de la productivité dans le secteur, dans un échantillon de 137 pays. Le Maroc, il est en rouge, point rouge, et le trait noir, c'est la médiane. On voit que dans la première période, le Maroc, il était inférieur à la médiane, mais par contre, dans la deuxième période, la croissance moyenne de la productivité du secteur manufacturier, elle était supérieure à 97% des pays de l'échantillon. Maintenant, dans quelle mesure la réallocation au sein du secteur manufacturier a contribué à la croissance de la productivité? Pour répondre à cette question, on doit distinguer entre l'effet ou la productivité intra et la productivité intersectorielle. On voit que la partie majeure de la croissance de la productivité intrasectorielle, elle était tirée particulièrement par le secteur mécanique, métallurgique, électrique, suivi du secteur chimique, parachimique. Et parallèlement, on voit que la réallocation de la main-d'œuvre dans le secteur textile vers le secteur agroalimentaire, c'est elle qui contribue le plus à l'effet inter de la croissance de la productivité. Maintenant, somme toute, pour conclure, comme j'ai dit, vraiment, il ne faut pas considérer la globalisation ou le commerce international comme une cause principale pour expliquer ou pour justifier le faible dynamisme de l'emploi, et que finalement, c'est la faiblesse de la demande finale intérieure des produits manufacturés et l'accélération de la productivité qui ont expliqué le plus la baisse de l'emploi. Autre point, c'est qu'il faut garder quand même des attentes réalistes par rapport à la capacité du secteur manufacturier à générer massivement de l'emploi. Il faut peut-être voir le potentiel d'autres secteurs, notamment le secteur des services, pour diversifier les sources d'emploi. Le secteur des services est un secteur qui est intégré dans l'économie marocaine et même dans les exportations. Si on prend par exemple les exportations brutes manufacturières, le contenu en service, il est de quasiment 28%. Donc il s'agit de diversifier les sources de création de croissance et les sources de création d'emplois à travers une approche plutôt holistique et ne pas se concentrer sur des secteurs individuels. Merci. Merci. Merci Oumaima pour cette lecture en fait beaucoup plus globale que je le pensais parce qu'elle couvre l'ensemble du secteur manufacturier. Et ça permet évidemment de faire cette analyse comparée entre les secteurs qui sont plus en dynamique que d'autres dans la création d'emplois. Des observations extrêmement intéressantes, mais aussi un peu inquiétantes quelque part, mais qui sont aussi paradoxales. Inquiétantes sur la question de la productivité, parce qu'aussi bien dans la phase 1 que dans la phase 2, on constate que la productivité est négative, sa contribution à la création de l'emploi est beaucoup plus faible que les autres facteurs. Et deux, paradoxe, le Maroc est relativement bien placé parmi d'autres pays, enfin dans l'évolution de la productivité, si j'ai bien compris. Alors c'est ce paradoxe qui est extrêmement intéressant peut-être à examiner enfin, dans la discussion. On laisse la porte évidemment ouverte à d'autres interpellations, mais cette question de productivité et création de l'emploi est pour moi enfin, extrêmement importante. En fait. Je donne la parole à Monsieur le Président, cher ami, c'est Karim, sur des questions cette fois-ci qui interpellent l'observation du Maroc ou du marché du travail sur le Maroc à partir de concepts, de théories qui ont fait école enfin, dans notre pays, notamment enfin, l'approche enfin, de l'hystéricisme ou l'approche enfin, du coefficient de Kuhn, qui représente une originalité enfin, par rapport aux travaux que l'on connaît enfin, sur ces questions d'observation du marché du travail et qui essaie d'allier à la fois l'approche théorique et l'approche de l'évidence des données et quelques recommandations que vous avez tirées sur lesquelles vous allez vous arrêter dans votre discussion. Merci. La parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance, cher ami Sil Arabi. 2-3 points. Donc, ce qu'on va essayer de présenter, c'est la synthèse d'un certain nombre de papiers qu'on a fait sur ces questions-là, donc qui sont la plupart sur notre site ou ailleurs, dans des revues, et particulièrement avec Sia Omar, depuis maintenant, certains datent de 20 ans et certains sont plus récents. On va bien sûr se concentrer sur les plus récents. La première question qu'on s'est posée, évidemment, c'est quel lien croissance-emploi. Donc c'est un peu les tests sur la loi d'Okun. On l'a fait dans un contexte
continentale. Et donc, Sir Omar présentera un peu plus en détail les résultats. La deuxième question, c'est le chômage et l'effet d'hystérèse du chômage, c'est-à-dire la transformation d'un phénomène structurel conjoncturel en un phénomène structurel, c'est-à-dire quelque chose, pour le dire clairement, dont l'inertie augmente, si vous voulez, et qui se rigidifie. Et donc vous ne pouvez pas revenir à la situation ex-ante, en fait. Des choses dans des cadres plus macroéconomiques, plus en équilibre général, sur le long terme, en utilisant des modèles à génération imbriquée, pour essayer de capter donc le lien avec la croissance, donc phénomène de long terme. Donc il y a 2-3 choses qui ressortent essentielles. La première, c'est une faible relation entre l'emploi et la croissance. Il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer, donc c'est ce qu'on a fait dans ces papiers. Le Maroc n'est pas, et ça ressort dans le papier sur la loi d'Okoun, n'est pas unique dans ce cas-là. On retrouve ce phénomène sur l'ensemble du continent. La deuxième observation, c'est la tendance donc, du chômage conjoncturel à se transformer en chômage structurel, avec une allongée de la durée de chômage, une espèce de trappe à chômage. Vos probabilités de rester dans le chômage une fois que vous y êtes entré augmentent à mesure du temps, donc un cercle vicieux si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on voit le chômage de longue durée, la durée du chômage de longue durée augmenter aussi ces dernières années. Là, on a un papier qu'on va publier, mais les premiers résultats le montrent. Alors, il y a quelques explications à ces phénomènes. L'autre phénomène, oui, important, c'est donc cette rigidité, cette persistance du chômage au lendemain des récessions, c'est-à-dire ce que je disais, le chômage conjoncturel qui devient structurel. Peu de relations, une relation très ténue, très faible entre le chômage, et l'inflation, en fait. Donc ce qu'on appelle, on a fait des estimations du Nairou, c'est un peu compliqué dans le contexte aussi, pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps de parler ici. Mais en tout cas, on n'a pas d'inflation, disons, par excès de plein emploi. Donc évidemment, on en est loin. Et donc un certain nombre de rigidités. Tout à l'heure, un papier a été présenté sur le salaire minimum. On avait fait nous-mêmes avec d'autres des papiers il y a déjà au début des années 2000 qui montraient la même chose sur l'effet sur la consommation privée, sur la pauvreté. Ils n'ont pas beaucoup bougé, mais il n'en reste qu'au-delà des appréciations morales et équitables, que le salaire minimum est élevé par rapport à la richesse par tête. Donc quand vous prenez le PIB par tête, qui est le revenu national créé en une année, et que vous prenez le niveau du salaire minimum annuel, c'est élevé. C'est assez rare dans beaucoup d'autres. Dans la plupart des pays, le ratio est beaucoup plus faible. Les ajustements sont discrétionnaires du salaire minimum, ça a bien été montré dans le premier papier, c'est-à-dire qu'ils répondent à un cycle de décision politique plutôt qu'à des résultats liés à l'évolution de la productivité ou de l'inflation, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. On a des règles d'indexation du SMIC, les meilleures étant celles qui sont liées à la productivité, en fait. Votre salaire minimum devrait évoluer en lien avec les augmentations de productivité. Indexé sur l'inflation, c'est pas très bon. Chez nous, c'est un mécanisme de rattrapage, si vous voulez. De l'inflation, on commence à crier, comme on a pu voir récemment, et puis paf, on augmente le SMIC de 5-10%. Il y a une espèce d'évolution en escalier qui était bien montrée dans le papier. Ça joue un rôle important sur les équilibres du marché du travail à court terme, en lien avec le cycle économique. D'accord ? Et c'est bien sûr lié à un fort pouvoir de négociation des syndicats. Donc
on est dans un modèle insider-outsider, où le syndicat a tendance à défendre évidemment les employés, plutôt que les chômeurs. C'est un phénomène bien connu, toute une littérature sur ces aspects-là, et on le retrouve assez bien au Maroc, où la fonction objective des syndicats, c'est de défendre les employés, pas les chômeurs. La force des syndicats étant inversement proportionnelle à l'effectif des chômeurs. Plus il y a de chômeurs, plus la force de pouvoir de négociation des syndicats diminue, bien sûr. Donc ça, je pense, c'est des caractérisations importantes qui sont sous-jacentes aux dynamiques observées. Je rappelle la faible relation entre l'emploi et le chômage et ces phénomènes d'hystérésis sur le taux de chômage. On peut y ajouter des coûts salariaux relativement élevés, des coûts non salariaux, c'est-à-dire cotisations sociales, assurances, coûts de licenciement, la manière dont les tribunaux statuent, enfin, les jugements retenus dans le cadre du droit du travail font que les licenciements sont coûteux. Et évidemment, en retour, les employeurs sont réticents à embaucher. Donc on a peu d'entrées-sorties. D'accord ? On n'a pas le temps ici de vous présenter tout ça, mais il y a des statistiques derrière, c'est dans les papiers. Il y a peu d'entrées-sorties. Un marché du travail dynamique, je le rappelle, c'est un marché du travail qui crée et qui détruit beaucoup d'emplois. Évidemment, en net, il crée plus qu'il détruit. Et en forte création d'emplois, on a aussi beaucoup de destruction. Donc dans un contexte insider-outsider, on a peu d'embauches parce que c'est coûteux. Évidemment, il y a le secteur informel qui a lui ce rôle d'amortisseur par rapport au cycle économique en réalité. Mais on a parlé tout à l'heure d'emplois décents, etc. Évidemment, il y a des questions de plus long terme qui se posent. C'est l'inadéquation, et Siamar a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'inadéquation emploi-formation. On observe une augmentation du nombre d'années d'études de l'offre de travail au Maroc. Ça augmente de manière assez rapide, assez conséquente, et ça augmente régulièrement, c'est trendé. Donc chaque année, on ajoute quelques mois au nombre d'années d'études de notre force de travail, ce qui devrait conduire en réalité à une augmentation de l'emploi. Ce que disait Oumaïma, augmentation de la productivité qui devrait augmenter la croissance, qui elle-même devrait augmenter l'emploi. L'augmentation de la productivité, c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas... Attention, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Évidemment, on fait plus avec moins d'individus, mais en réalité, ça augmente les revenus, ça augmente la demande, ça augmente la croissance, etc. C'est ce qu'on souhaite, en fait. Donc, ces caractéristiques du marché du travail sont assez prégnantes. Cette segmentation, ces institutions très fortes avec un code du travail, avec des mécanismes de règlement des différends sur le marché du travail qui empruntent aux pays avancés, en réalité, avec un fort pouvoir de négociation, avec des institutions fortes comme le salaire minimum. Il ne s'agit pas pour moi de dire ici que c'est bien ou pas bien, mais c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on observe. C'est une institution auquel le pays tient, les Marocains tiennent, puisqu'elle est là depuis 1936 et qu'elle est toujours là. Donc c'est que sociétalement, on s'en satisfait, on en est content. J'ai jamais entendu dire au Maroc quelqu'un ou pousser pour une élimination du salaire minimum. Donc les politiques publiques, c'est aussi intégrer les préférences des sociétés. C'est pas dire il faut supprimer telle institution, d'accord ? Mais peut-être que les vitesses, les modes d'augmentation, les modes d'ajustement sont probablement à revoir de manière à être mieux synchronisés avec le cycle économique. C'est un peu ce qui ressort de nos études. Et pour éviter en fait de cette trappe à chômage qu'on observe. Le dernier point pour conclure, parce que c'est un peu, on pourrait parler très longtemps, mais juste pour caractériser les phénomènes structurels sous-jacents aux résultats qu'on observe, je le répète encore une fois, du lien entre le chômage et la croissance.
C'est peut-être, et ça a été dit par assez particulier dans lequel le cadre, là aussi on n'a pas trop le temps d'en parler, mais l'ensemble des incitations, des politiques macroéconomiques ou du dispositif de subvention ou de soutien tel qu'il ressort des politiques industrielles, de soutien à un mix capital-travail qui est biaisé en faveur du capital. Ce sont des bonnes nouvelles en termes d'insertion sur le marché international, type automobile, aéronautique, mais c'est peu créateur d'emplois. C'est les résultats que vous montrez sur l'augmentation de la productivité de ces dernières années. Et que donc dans le secteur formel, ça implique, ça crée une dynamique un peu plus faible en termes de création d'emplois. Il y a, pour finir, aussi lié à la participation des femmes au marché du travail, mais on en reparlera, des dimensions spécifiques qui renvoient à des choses aussi disons, opérationnelles que le manque de crèches, de garde d'enfants, de sécurité peut-être dans les transports, qui fait que le salaire de réserve est élevé pour toutes ces raisons, et que c'est un arbitrage, et on a un travail en cours avec les professeurs au Confuso que je ne vois pas. Ah si, vous êtes bien caché, et Touhami d'abord, sur les mécanismes qui se passent au sein des ménages. Et une question à discuter, je ne vois pas Federica, mais on en a souvent parlé, elle est là-bas, donc de normes aussi, de normes par rapport à des emplois genrés, et c'est souvent mal compris, peut-être compris un peu trop dans un sens un peu politique de conservatisme, pas du tout, on ne le croit pas, mais plutôt de normes, disons, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres pays, mais à creuser, ça crée quand même des spécificités sur le marché du travail. Et Oumaima a dit quelque chose de très important, je pense qu'on peut en reparler dans la discussion. Vous l'avez dit, mais sans y penser vraiment. Et ça a été dans la discussion de ces derniers mois, c'est la question de ce qui s'est passé entre les pertes d'emplois dans le textile et les conséquences de l'accord multifibre et de la redéfinition de notre secteur textile et l'emploi agricole. Vous avez trouvé des résultats où il y a des réaffectations. Dans votre papier, vous le montrez, ce que vous appelez between. Et donc peut-être que ça peut expliquer une conjoncture particulière, mais probablement pas des tendances structurelles par rapport à les explications récentes qu'on a pu avancer sur l'augmentation du chômage. Question à discuter ensemble de ce point de vue-là. Et donc pour conclure, fondamentalement ce qui ressort, c'est... je ne veux pas anticiper des discussions, mais quand... Je pense qu'il vaut mieux peut-être laisser le temps de l'absorption et donner la parole donc, je résume rapidement, voilà. Une faible relation emploi-chômage qui s'explique par des caractéristiques assez spécifiques au marché du travail et qui me semble avoir été assez bien caractérisées par beaucoup de travaux. La segmentation, insider-outsider, des institutions, une type de spécialisation assez particulière dans le secteur manufacturé, par exemple, la segmentation du marché du travail et une croissance globale qui est décente, mais probablement pas suffisamment rapide. Voilà, si je puis résumer. Et évidemment, ces caractères très particuliers de l'offre de travail des femmes avec ce qu'on en a dit. Merci, c'est un peu la passion qui parle. Ouais. Je pense que c'est bon. J'avais demandé. Voilà. Romar a beaucoup travaillé sur les questions aussi de
d'adéquation emploi-chômage. Ce qui se passe aussi dans l'OFPPT, il a fait beaucoup d'études sur les cohortes, les grandes cohortes. Il l'a montré tout à l'heure dans la discussion. Voilà. C'était important. On va laisser à la salle aussi le temps de réagir. Un certain nombre évidemment de questions extrêmement intéressantes. On peut les aborder de manière à la fois scientifique et passionnée, d'une certaine manière. Mais l'idée fondamentale, c'est ce chômage durable, quelle que soit la conjoncture économique, ce qui nous interpelle, évidemment avec un regard sur les variables ou les facteurs déterminants qui pourraient expliquer cette tendance. Question du couple salaire-croissance, salaire-emploi, emploi-inflation, emploi-productivité. Peut-être l'emploi avec l'ensemble de ces variables déterminantes dans le comportement du marché du travail. Mais ce qui m'interpelle personnellement, peut-être aussi je donnerai la parole évidemment à la salle pour réagir, c'est quelle prescription. Une fois que les observations sont faites, c'est évidemment extrêmement important, surtout quand elles sont corroborées par des méthodes différentes mais qui aboutissent au même résultat. Pratiquement. Ça, c'est avec quelques nuances près, mais disons les mêmes résultats. Et donc, ça confirme une évidence dans le marché du travail. Il s'agit de voir, dans un deuxième temps, sur quoi agir. Quelle explication donner à ces observations? Et derrière l'explication, faire parler les chiffres, derrière l'explication, quelles sont évidemment les politiques les plus appropriées ou les mesures les plus appropriées, que ce soit celles relatives à la productivité ou celles relatives à l'ajustement du profit de la croissance ou d'autres, d'une certaine manière. Donc le débat est ouvert. La salle a vous la parole. Je vais recueillir dans un premier temps un premier tour de 3 ou 4. Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Oui. Je veux multiplier les outils pour me faire entendre. Voilà. Confisqué. Voilà, parfait. Alors, si vous voulez vous présenter et en même temps formuler votre question, votre appréciation, l'essentiel c'est d'être très concis pour permettre à la plupart des personnes d'intervenir si elles le souhaitent. Merci, M. Jaidi, merci à tous les intervenants et l'intervenante peut-être. Donc c'était très riche et le premier panel est celui-là. Je vais être concise, je sais très bien que j'ai devant moi. Donc, tous les aspects soulevés m'ont interpellée. Je suis Hani Dilani, professeur de l'enseignement supérieur à Fès, à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Je travaille un peu sur ça, tout ce qui est ouverture et ancrage au local. La globalisation, localisation, etc. C'est ce sur quoi j'ai travaillé. Tous les aspects m'ont interpellé. Reste pour moi un aspect important parce que quand on parle de l'emploi, au Maroc précisément, c'est la complexité de la chose. Et là aujourd'hui, donc, vous certifiez la chose parce que ce n'est pas quelque chose qui est simple à attaquer. On ne peut pas l'attaquer d'un seul angle de vision. Et je reviens à ce qui a été dit aussi par professeur Jaidi. Alors là, la complexité, c'est la pluridisciplinarité qui est l'arme, je dirais, en laquelle je crois personnellement donc, et modestement. Alors, parlons de cette complexité, différents aspects ont été soulevés. Celui qui, à mon avis, aurait dû être un peu ajouté, c'est cet aspect spatial, territorial, etc. Et ça me fait réfléchir quelque part à... j'ai travaillé sur la territorialisation du développement humain en tant qu'indicateur du national au régional, au provincial, à l'infranational. J'en avais travaillé à l'époque sur la région, donc c'était Meknastafilel, et je suis allée jusqu'à Anfgou, etc., c'est-à-dire jusqu'aux localités. Ça m'a fait beaucoup apprendre. C'est ce qui m'a fait réfléchir maintenant à un SMIC régionalisé, territorialisé. On a commencé à travers les villes des métiers et des compétences. Donc là, est-ce qu'il ne faut pas penser cet aspect-là, et je réfléchis avec vous à haute voix. Donc, si on passe, et la voix pour moi, c'est ça, ce sont des idées que j'encadre quelque part avec mes doctorants. Il est peut-être temps de nous voir dans la glace, tous, en tant que Marocains, et de nous dire, stoppons
de faire des politiques régionales à partir du centre. Au lieu de régionaliser des politiques pensées au centre ou bien territorialiser ce qui est fait au centre, allons, bien sûr dans le respect de notre intégrité territoriale, allons vers des politiques territoriales, donc publiques d'une manière générale et de l'emploi précisément. Donc c'est une interrogation que je soulève aux panélistes donc, tout ensemble, avec la flexicurité, ça a été souligné comme élément important, avec cette diversité dans l'intégrité territoriale liée à l'ouverture qui s'impose. On le doit en tant que Maroc au Royaume, par notre histoire et par notre géographie aussi. Merci. Merci, chers collègues. Alors, je vais vers la gauche. Monsieur. Bonjour, Zakaria Fils du Commissariat au Plan. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'ensemble des interventions fort importantes sur une question qui est très d'actualité et qui revient à chaque fois que les données sur le chômage ou sur l'emploi sont publiées. Bon, moi, je vais commencer par le dernier point évoqué par Céline Inaoui sur l'analyse théorique de la relation emploi-chômage. Et j'évoque aussi deux points que je trouve très importants, c'est les asymétries et les non-linéarités. Les non-linéarités dans la relation croissance-emploi, croissance-chômage et toutes ces questions, dans le sens où on perd plus d'emplois quand on est en phase de récession, mais on crée moins quand on est en phase d'expansion. Et là, ça explique un peu l'effet hystérèse dans le sens où le conjoncturel se traduit par le structurel et on a un stock de chômeurs qui aussi s'ajoute. C'est pas le stock de chômeurs qui s'ajoute à l'inactivité, mais l'inactivité qui s'ajoute au chômage. Et donc, on est sous un taux d'emploi qui est constant, peut-être en décroissance, toujours par rapport à la démographie qui augmente. Et cette non-linéarité explique en partie ces effets d'hystérèse. Le deuxième point, c'est les asymétries. Les asymétries dans la mobilité sectorielle entre les employeurs d'un secteur. Peut-être quelqu'un dans l'industrie, il peut intégrer rapidement un autre secteur dans le service, mais quelqu'un dans le service qui a moins de qualifications ne peut pas intégrer l'industrie. Et donc, quand on est en phase de croissance sectorielle, et il y a un problème de réallocation qui se fait, et donc la capacité de création d'emplois face à une population qui n'est pas, je vais dire, n'a pas des qualifications une haute qualification qui leur permette cette transition rapide entre les secteurs, font que le stock de chômeurs, le stock d'inactifs augmente. Et on le voit d'ailleurs durant la dernière, je dirais, 5-6 années, caractérisées par la sécheresse, où on perd de l'emploi. Sûrement, c'est un surplus d'emploi qu'on est en train de perdre dans l'agriculture, mais qui se transforme en inactivité et en chômage. Bon, sur ça, je vous cède la parole et merci encore une fois. Merci pour cet apport. Et en même temps, merci. Zahraoui. Merci beaucoup, chers collègues, pour vos présentations. J'ai 3 questions. Donc, la première, c'est pour Mahmoud, et un peu liée à celle au Maïma aussi, puisque lorsque vous utilisez le tableau ressources emploi du HCP, par construction, Mahmoud le disait tout à l'heure, évidemment, tout ce qu'on observe, ce sont les salaires, ce n'est pas l'emploi. Et toute la logique que vous avez donnée. Donc, je demande à Mahmoud, comment tu as désagrégé au niveau région, et puis jeunes, femmes, l'information que tu avais, puisque si tu as utilisé la productivité homogène pour toutes les régions, je vois mal comment on peut déduire des résultats différenciés. Donc, tu prenais pour désagréger la valeur ajoutée ou l'emploi, c'est-à-dire les salaires, par région, comment ça a été fait, même à valeur ajoutée différente. La deuxième question, dans la définition Omaïma que tu as utilisée, tu le disais, c'est très comptable, donc tu as défini productivité, c'est valeur ajoutée sur le travail, et à partir de là, tu as déduit les variations. Donc,
tu as considéré que les variations emploi, la variation masse salariale, c'est la variation emploi. Donc, ce n'est pas une fonction de comportement. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel niveau les augmentations, les variations dans la masse salariale sont liées aux variations de l'emploi et de la productivité. C'est-à-dire la formulation de base, pour les collègues, c'est Karim Enaoui, puis c'est Omar, l'analyse de la durée de chômage ou la période de chômage dont parlait Karim tout à l'heure, lorsqu'on la différencie homme-femme, c'est le marché des roses, on le sait, plus une rose reste, moins elle a raison d'être vendue, et c'est ça ce qu'on observe. Est-ce qu'il est la même selon le sexe? Merci. Bien. Je reviens, je passe en... Tu essuies glace. Voilà, ça va absolument. revenir. Sinon, je vais me faire taper sur la main en me disant que vous êtes trop à gauche. Voilà. Quelqu'un en face, oui, qui avait demandé la parole au début d'ailleurs. On peut avoir un micro à droite et à gauche, peut-être pour éviter notre ami. Donnez un micro ici. Bonjour, je remercie nos éminents panélistes pour vos interventions trop pertinentes. Je me présente, je suis Youssef El Khouri, je viens du ministère des Finances. Mon intervention elle est à mi-chemin entre une question et une réflexion sur le thème du prisme du chômage sous l'angle de la protection sociale, sur le grand chantier de la protection sociale. La conscience de la salle et de nos panélistes sur l'effet d'éviction de la protection sociale dans le marché de l'emploi. À l'image de la CAF en France, comme vous le savez, il y a pas mal de chômeurs qui ont choisi le statut et qui ne l'ont pas subi. Où est-ce qu'on est au Maroc du chômage subi, du chômage choisi, surtout avec les allocations, les aides sociales et le durcissement du contrôle fiscal ces derniers temps, surtout cette année et jusqu'au 2030, comme vous le savez, le Maroc s'inscrit dans plusieurs projets structurants, y compris le mondial. Il y a une forte pression fiscale qui est ressentie et il y a une tendance d'évasion des radars et qui peut biaiser les chiffres sur le chômage. Et merci. Merci. Donc je reviens à ma gauche. Merci. Je vais juste soumettre une petite question, mais c'est une question du citoyen lambda et que je réitère le remerciement au panel. Et je profite de l'expertise du panel pour vous dire que le privé agricole se demande est-ce que cette aide sociale qu'on donne directement aux chômeurs n'influence pas le transfert de le formel vers l'informel. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à trouver des employés ruraux, agricoles, surtout dans le domaine agricole, parce qu'ils bénéficient des 500 dirhams d'aide sociale. C'est une question qui va se poser dans les médias et qu'il faut apporter une réponse. Ne faut-il pas profiter de l'occasion qu'on avait exonéré le secteur agricole des impôts pour le permettre de produire plus? Peut-être pour les jeunes ruraux, agriculteurs, peut-être il faut tolérer le cumul entre les 500 dirhams et le travail déclaré dans le monde rural, dans l'agriculture. C'est juste, je reflète un débat public. Bien, je vais donc revenir aux panélistes. Je crois que chacun va se retrouver certainement dans les questions qui lui sont adressées, même si elles sont des questions transverses entre les différentes communications. Mais avant, vous reprenez la parole. Pardon. À vous, madame. Merci. À vous, madame. Merci beaucoup pour vos interventions. Ça a été particulièrement intéressant pour moi, surtout au niveau de la data présentée à propos des régions. Je suis Samir Mimed, entrepreneur, mais je fais mon master exécutif à l'UIR dans l'évaluation des politiques publiques et développement. Et c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui avec vous. Je rejoins madame pour la question qu'elle a posée par rapport au traitement de ces stratégies
nationale, mais d'une façon beaucoup plus axée sur le local. Et ma question justement était le fait que je me demandais si vous ne trouvez pas que ces stratégies nationales ne sont pas et ne seront jamais aussi efficaces que des stratégies régionales ou bien locales pour créer des politiques publiques adaptées à chaque territoire. Et comme suite logique à cette question, j'aimerais savoir si dans le cadre de vos travaux de recherche, vous avez étudié des cas de territoires ou pays qui ont réussi cette territorialisation, si on peut dire, des politiques publiques liées au reskilling, upskilling et aussi à l'emploi, qu'on peut considérer comme best practice en voulant peut-être éventuellement faire de même au Maroc. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous avons couvert des questions multiples, celles qui relèvent parfois de la méthode ou des instruments d'analyse ou de comptabilité qui posent quelques questions, celles notamment soulevées par cette amie. En même temps, enfin, des explications additionnelles à ce qui a été présenté par les intervenants, enfin, sur l'hystérésis notamment. Et puis, enfin, des questions clés qui ressortent. Est-ce que nous avons toujours une approche territoriale au sens plein du terme, ou est-ce que nous faisons de l'observation et des indicateurs, mais quelle politique faut-il conduire pour faire en sorte que les régions soient dans une logique à la fois d'efficacité et d'équité. Et les indicateurs, enfin, nous interpellent de manière très très forte, notamment, enfin, pour des régions comme Casablanca. Et à la limite, on peut se poser la question, est-ce que ce sont les régions qui sont les moins pourvues en termes de ressources et qui vivent sur les transferts de l'État, c'est celles qui assurent une plus grande équité? Est-ce que c'est un modèle en soi, ou est-ce que c'est au fait le résultat, enfin, d'une différenciation, au fait, des inégalités qui sont plus fortes dans les régions dynamiques par rapport aux régions, enfin, qui sont moins dynamiques, d'une certaine manière. La question aussi qui est extrêmement, enfin, importante, c'est celle du système d'aide sociale aujourd'hui. Quel va être son impact sur le comportement à la fois des travailleurs et le comportement, enfin, des ménages ou des citoyens? Je crois qu'il est peut-être un peu, je ne dirais pas exagéré, de considérer que nous sommes dans une logique, enfin, d'économie avancée où il y a une préférence pour le chômage parce qu'on compte partie à des compensations et en même temps une liberté d'action. Nous sommes à peine, enfin, dans une première phase de généralisation de la protection sociale et des aides sociales. Il faut peut-être attendre le temps pour réajuster nos regards ou nos observations et surtout aller vers un meilleur ciblage et une meilleure identification de ceux qui en ont réellement besoin. Voilà, enfin, quelques questions. Enfin, je donne la parole à tour de rôle aux panélistes. Contrairement au départ, je vais commencer peut-être par ma droite avant d'aller vers la gauche. Par ma gauche. Je ne vais pas tout prendre comme question, je laisserai de côté le territoire. Je pense qu'un SMIC, à part sur la partie SMIC, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que ça crée des complexités qui me semblent très difficiles à gérer, avec des flux intra-région de main-d'œuvre. Je pense que c'est trop compliqué. Comment j'habite où, comment vous savez où j'habite, d'affectation des entreprises, ça ne me semble pas être une bonne idée. Il me semble être une meilleure idée, c'est de faire évoluer le SMIC en fonction de l'évolution de la productivité. Et donc voilà sur le SMIC. Un mot sur l'agriculture et ses impacts. Ça va probablement, en tant qu'économie, je vous dirais, on n'a pas encore regardé les choses dans le détail. C'est un peu tôt, puisque le système vient d'être mis en place. Mais comme ça, intuitivement, ça va probablement augmenter le coût du travail. Intuitivement. Alors, je ne sais pas... Il faudrait regarder. En même temps, un mécanisme d'une telle nature est un mécanisme aussi de solidarité dans une économie. Il ne faut pas qu'il ait les mauvaises incitations sur le travail, préférence pour le chômage. Mais je ne pense pas qu'à ces niveaux-là, on en soit très proche. Je pense même qu'en durcissant l'accès, on a le résultat inverse,
c'est-à-dire d'individus, ça a été dit par un de vous, je pense notre ami du HCP, qu'on déclare être en dehors de la force de travail parce qu'on a peur qu'on croise les données, etc. Donc je pense qu'il y a pas mal de phénomènes à l'œuvre et que c'est un peu trop tôt pour conclure, mais en même temps faire attention à ne pas dire c'est une mauvaise chose. Je pense qu'au plan de la solidarité, au plan de l'équité, au plan de la cohésion sociale, c'est un mécanisme important. Et je crois que c'est une meilleure affectation des ressources publiques qu'un système de subvention généralisé tel qu'on les a aujourd'hui, au gaz butane ou à la farine ou au sucre qui existe toujours. Donc l'idée de réaffecter tout cela à un mécanisme plus ciblé, plus direct, avec des transferts conditionnels, l'éducation des enfants, etc. me semble. Je pense que ça a fait ses preuves dans beaucoup de pays, donc je ne crois pas qu'il faille. Mais il faut être vigilant, faire des études, monitorer. Ce qui se passe dans l'agriculture, il y a d'autres dynamiques. Ça préexiste, me semble-t-il. Il y a de fortes migrations rurales urbaines. À 8000, on a un papier sur le site de Policy Center qui date un petit peu, mais qui avait démontré qu'à $8000 de PIB en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire avec un taux de change qui rend comparable l'unité monétaire, c'est à peu près multiplié par 3 le PIB par tête en dollars courants pour le Maroc, ont cessé d'exporter de la main-d'œuvre. Donc les phénomènes de migration se stabilisaient en fait, et que probablement le Maroc devenait un importateur net de main-d'œuvre. Donc à voir, il faut revisiter ça. Mais c'est aussi un peu lié aux dynamiques démographiques qui posent votre question dans le rural. Là, je vous renvoie à un papier qu'on vient de faire avec Siège Bilou sur la fertilité et l'évolution récente de la fertilité, qui nous sera probablement mieux éclairé par le prochain recensement. Donc, beaucoup de phénomènes complexes, difficiles à capter, pas de solution miracle, mais voilà, il faut regarder ça dans le détail. Et l'approcher, prudence, test, hypothèse, beaucoup de data, beaucoup de recherche. Je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire sur la data, l'open data. On a ici plein de jeunes chercheurs qui ont envie de cruncher des données. Il faut leur donner l'opportunité de le faire parce que c'est des phénomènes tellement complexes qui méritent des recherches approfondies. Sur le chômage volontaire, involontaire, donc ça c'est un peu... je ne crois pas qu'on soit... En revanche, le salaire de réserve élevé avec un chômage de luxe en fonction de votre ménage, il y a ce phénomène, il joue particulièrement pour les femmes, très probablement, mais c'est un calcul économique rationnel, c'est-à-dire lié à ce qu'on a dit, les crèches, pas de crèches, le transport... et autres, probablement que cette allocation doit jouer un petit peu dans cette décision de rester à la maison, mais je ne crois pas qu'elle la change. Mais voilà un champ de recherche intéressant. Est-ce que ça change l'arbitrage, rester à la maison ou rentrer sur le marché du travail, ou est-ce que ça change le niveau du salaire de réserve? Je pense à la marge comme ça, mais c'est à tester. Voilà, merci. C'est normal. Président. D'abord, il m'appartient de remercier les intervenants pour la qualité des réponses, des questions plutôt, qui restent pour moi normalement des prolongements à explorer. Donc, pour répondre d'une manière à toutes les questions soulevées, par ordre, je commence d'abord par la première question qui a soulevé l'introduction de la dimension spatiale. Lors de la conception de la programme de la journée, normalement, la dimension spatiale est présente. Mais vraiment, le premier défi pour dépasser cette approche top-down, c'est plutôt il faut développer la condition sine qua non, c'est un observatoire régional du marché du travail. Il n'y a pas de la data au niveau régional, et si on cherche toujours à recevoir normalement des agrégats qu'on cherche à avoir, donc c'est pour cela qu'on ne veut pas prétendre aller plus loin pour ne pas dire, voilà, on a des analyses un peu poussées pour cerner à de la spécificité régionale. Parce que vraiment, le paradoxe, la data, elle est collectée au niveau local, mais elle est exploitée au niveau régional. Et c'est jamais lorsqu'on demande au Haut Commissariat au Plan les données, toujours, ils ont raison, parce que la théorie statistique nous enseigne qu'on ne peut donner des données que lorsque ces données-là sont présentes lors de la variable de stratification.
Et parfois, il y a des agrégats qu'on ne peut pas donner ni par province, ni par région. Et on a essayé même de développer un modèle d'appareillement au niveau régional et au niveau provincial. On a ce problème de la data. Donc, le défi structurel, normalement, qui retarde, normalement, je pense, l'introduction de la dimension spatiale. Maintenant, concernant la deuxième question soulevée par notre collègue de HCP, je pense au-delà des apports analytiques présentés par le président, cela veut dire de ces travaux qui cherchent à investiguer normalement cette relation complexe, relation croissance et normalement et emploi, il y a aussi des apports méthodologiques. Et je pense là, je reviens sur votre question pour vous dire que vous avez raison. Certes, généralement, les économistes ont toujours tendance à opter pour la linéarité, parce que, comme vous le savez, une fonction linéaire toujours a pour une dérivée une constante, et c'est toujours facile d'interpréter la constante. Mais la théorie économique, là aussi, nous enseigne qu'il faut dépasser cette linéarité pour avoir la non-linéarité. Et je pense là, on a proposé dans plusieurs papiers, normalement, des modèles à changement de régime, la non-linéaire RDL, etc., pour normalement aborder cette notion que vous avez soulevée, parce que parfois on peut trouver cette corrélation change de signe d'une période à l'autre. Ça dépend du nombre de changements de régime, le modèle TAL, STAR, etc. Est-ce que c'est normalement aléatoire ou bien non imposé? Donc ça, c'est logique, c'est des développements méthodologiques que nous avons proposés dans des papiers qui sont en cours d'examination et de validation. Maintenant, pour répondre à la question aussi de notre ami, c'est Tuhami, qui s'interroge, vous avez raison, parce qu'une des questions structurelles au Maroc, c'est la dépendance temporelle. Cela veut dire une personne, la durée de chômage, via l'approche paramétrique, non paramétrique, semi-paramétrique, révèle évidemment que c'est le risque, ce qu'on appelle la fonction de risque. Parce que lorsqu'on aborde la notion de durée, c'est une variable toujours qui est censurée, soit à droite, soit à gauche. Et donc, cela veut dire, en faisant appel au modèle à risque conquérant, nous avons validé dans l'ensemble des travaux que nous avons publiés qu'il y a cette dépendance temporelle. Autrement dit, en termes analytiques, le chômage vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas un chômage de transition, mais c'est un chômage d'exclusion. Et lorsqu'on ajoute normalement à la fois primo-insertion et longue durée, donc un ciblage s'impose. Donc d'où normalement la nécessité de revoir l'ensemble des programmes qui considèrent l'ensemble des chômeurs comme une catégorie statistique homogène. Et donc c'est là le rôle de ciblage. Je pense, homme-femme, exact. Homme-femme, même parfois entre les femmes, il y a des différences. Parce qu'on a constaté que ça dépend de nos dédications, ça dépend d'un ensemble de variables. Nous avons même exploré récemment des travaux qui veulent normalement tirer bénéfice de ce développement récent des algorithmes d'intelligence artificielle pour voir même à titre boîte noire, lorsqu'on intègre autant de variables autres que des variables standards, est-ce que la qualité de la prévision change, de la précision, et quelles sont les variables qu'on peut encore rattraper pour cerner à des profils. Maintenant, je pense là aussi... Pour respecter l'équité genre avec... Je réponds à toutes les questions. Là, une autre question, oui. Une autre question soulevée que je trouvais une question pertinente et que nous interpelle aujourd'hui, c'est l'impact des aides sociales, des 500 dirhams. Vous savez qu'actuellement, même, il n'y a pas uniquement l'impact sur le comportement, même sur la statistique même. Cela veut dire, récemment, on pose la question, est-ce que vraiment il n'y a pas un effet d'incitation qui pousse les gens, au moment de la collecte de l'enquête nationale de l'emploi, à se déclarer normalement chômeurs, autres que... Et donc on a des investigations. Mais, pour vous dire, pour ne pas prétendre là aussi, tant qu'on n'a pas vraiment d'études d'évaluation d'impact pour avoir le groupe témoin avec toute l'approche que tu as mis, normalement partage avec nous, donc on ne peut pas évidemment avancer des résultats. Donc voilà, d'une manière générale, les résultats. Merci. Oumaima, il a beaucoup mordu sur votre temps de prise de parole. De toute façon, j'ai une question de citoyen. Merci beaucoup, professeur, pour votre question. Peut-être j'ai oublié de mentionner que l'approche elle est basée sur deux hypothèses simplificatrices. La première, c'est que la demande courante est égale à la production courante, et la deuxième,
rejoint un peu votre remarque, c'est qu'une demande plus élevée, on suppose qu'elle va entraîner une augmentation proportionnelle de l'emploi et non seulement du nombre d'heures des travailleurs. Donc on est conscient que c'est une approche simplificatrice. On ne veut pas expliquer les causes derrière, mais plutôt décrire, voir quels sont les éléments qui ont contribué le plus à la dynamique. Dernière prise de parole. Pour la question technique de M. Touahmi, le point de départ, c'est un passage des coefficients techniques de l'IONTIEF national aux coefficients régionaux, via un programme d'optimisation contraint par rapport à certains avantages comparatifs des régions. On sait tous que c'est une méthode qui a beaucoup de limites et qui est associé à beaucoup d'hypothèses, mais comme a dit le professeur Ibour, on n'a pas d'accès facilement à de la donnée régionale, donc c'est ce qu'on a fait avec les moyens de bord. Pour la question de Madame la professeure, j'adhère parfaitement à ce que vous avez dit concernant le fait que les politiques publiques doivent être élaborées via une approche bottom-up de la région vers l'administration centrale. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, notamment avec la charte de l'investissement, avec des mesures et des incitations ciblées régions ou même provinces. Pour la question du SMIC, en plus de ce qu'a mentionné M. le Président concernant tous les blocages administratifs qui pourraient accompagner cette politique, je pense aussi à l'impact économique qui n'est pas certain. Peut-être un SMIC régional pour réduire l'inégalité régionale finira par aboutir à des résultats inverses de ceux escomptés. On sait que le facteur travail est parfaitement mobile au niveau régional. On peut aussi ajouter tout l'impact sur la politique industrielle, l'attraction des provinces et des régions. Donc ça reste une question assez épineuse, comme a dit Monsieur le Président. Merci. Merci, c'est Mahmoud. Donc nous arrivons à la fin de ce panel. Vous avez dû certainement sentir quelle est à la fois la passion scientifique et en même temps les grandes questions qui sont formulées par les intervenants, en même temps en réponse aussi à vos questions. Je suppose que on vous a donné un peu de l'eau à la bouche pour l'après-midi, parce qu'il y a des thèmes extrêmement importants qu'on va évidemment passer par le déjeuner, mais au-delà du déjeuner, je crois que nous serons invités tous à, encore une fois, débattre de thématiques fortes, celles qui sont prévues dans le panel et dans le programme, la question du genre et surtout du défi de l'autonomisation des femmes, qui est une question extrêmement importante, à la fois en termes d'analyse statistique, mais aussi en termes de politique publique, la question du nexus éducation, formation, emploi, sur laquelle évidemment il y a des contributions extrêmement intéressantes, à la fois sur la trajectoire des carrières, qui sont des papiers extrêmement originaux dans leur formulation et en même temps dans leur proposition d'analyse, mais qui évidemment aussi abordent les questions des politiques actives de l'emploi, où nous en sommes, quels résultats, comment les réajuster en fonction des transformations du marché du travail. Et puis le dernier atelier qui, à mon avis, est extrêmement important, parce qu'il pose la question des défis démographiques et surtout, pas seulement le changement démographique, mais aussi comment coupler cette approche du changement démographique à la question de l'environnement, à la question de la durabilité et à l'impact des technologies sur le marché du travail, qui est une question extrêmement importante à travers notamment le secteur non seulement de la question de l'informel, mais surtout de l'intelligence artificielle et de son impact sur les politiques de l'emploi. Donc vous avez un menu extrêmement... Et nous aurons le ministre de l'Emploi pour le mot de clôture ou pour le keynote après le déjeuner. Donc voilà un menu extrêmement important intellectuellement, mais évidemment passons au menu tout simplement très terre à terre aujourd'hui.